Chers téléspectateurs, bonsoir chez vous, bienvenue dans ce journal, voici les titres. Récemment porté à la tête du Conseil économique et social, Abdoulaye Biotchané a entamé sa tournée des institutions de la République. Il a été reçu ce mercredi en audience par la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata Zimé Yerima. Le nouveau président du Conseil économique et social a ensuite mis le cap sur l'Assemblée nationale. À quelques jours de la fête nationale, les regards se tournent souvent vers les symboles de la République. Parmi eux, une devise que chacun connaît, mais dont le sens mérite d'être questionné dans ce journal. Sur le plan international, en République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a validé la loi sur le référendum constitutionnel, un texte qui relance le débat sur une éventuelle réforme de la Constitution. En Tunisie, les coupures d'électricité provoquent d'importantes pertes économiques et alimentent la colère des professionnels. Enfin, en Espagne, le plus vaste incendie de l'histoire récente du pays continue de ravager des milliers d'hectares de forêt. Direction le CES pour démarrer ce journal. Récemment porté à la tête du Conseil économique et social, Abdoulaye Biotchané a entamé sa tournée des institutions de la République. Il a été reçu mercredi en audience par la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata. Le nouveau président du Conseil économique et social a ensuite mis le cap sur l'Assemblée nationale, où il a également eu un tête-à-tête avec Joseph Fifama Djogbenou. Suivons. Une rencontre solennelle qui entre dans le cadre de la tournée engagée par le nouveau président du Conseil économique et social auprès des institutions de la République. À la vice-présidence, Abdoulaye Biotchané a été reçu par Mariam Chabi Talata Zimé Yerima. Leurs échanges ont porté entre autres sur les réformes qui redéfinissent désormais les missions de l'institution. Nous avons donc pu, au-delà des salutations d'usage, échanger sur les missions du Conseil économique et social à la suite des deux réformes de 2024 et de 2026. La vice-présidente est bien informée de tout ce qui a été décidé, mais c'était une bonne occasion pour échanger sur la manière d'être plus utile. Direction ensuite Porto Novo, au siège de l'Assemblée nationale. Le président du CES a été accueilli par Joseph Fifama Djogbenou. Les deux hommes ont discuté de la nécessité d'une synergie d'action entre leurs institutions dans un contexte marqué par de nouveaux défis. Nous traversons un moment historique. Vous savez que institutionnellement, l'Assemblée nationale et le Conseil économique et social sont dans le même périmètre. Le Conseil économique et social ayant désormais pour mission de diffuser les lois et règlements de notre pays. Et de ce point de vue, il y a des passerelles qui sont instituées. Le règlement de l'Assemblée nationale, le règlement intérieur, prévoit désormais une place pour le Conseil économique et social dans les procédures de l'Assemblée nationale. Il ne vous échappe pas que début juillet, ici, même à l'Assemblée, une nouvelle loi organique a été votée pour acter une réforme importante du Conseil économique et social. Et donc, nous avons aujourd'hui une institution, j'allais dire, relativement nouvelle. Et c'est de cela que nous avons discuté. Dans ce cadre-là, effectivement, les relations entre l'Assemblée nationale et le Conseil économique et social sont davantage renforcées. Et nous entendons, compte tenu de nos relations que vous connaissez par ailleurs, faire en sorte que tout se passe vraiment dans le meilleur des mondes. Deux rencontres qui précèdent une série d'échanges stratégiques. Le président du CES entend poursuivre cette tournée républicaine auprès des premiers responsables de l'ensemble des institutions de la République. La vice-présidente de la République a également reçu une délégation de la Commission béninoise des droits de l'homme, conduite par sa vice-présidente. Au cœur des échanges, les missions de l'institution ainsi que les perspectives de renforcement de la promotion et protection des droits humains au Bénin. Nous écoutons Sidikatou Fadamon Wedete, vice-présidente de la CBDH et experte des droits de l'enfant. Tout le monde savait que la commission était créée par une loi de 2013 et s'occupait des questions de promotion et de protection des droits humains avec 18 attributions. Mais aujourd'hui,
fiers, on peut dire que la commission est composée désormais de deux mécanismes. Ce mécanisme de promotion et de protection et le mécanisme de prévention en ce qui concerne les questions de torture depuis la loi de 2024. Donc, nous avons échangé avec Madame la vice-présidente sur ces deux mécanismes et nous avons quand même parlé également de l'accompagnement de la Commission à ce que notre gouvernement fait en ce qui concerne les questions de l'état de droit, en ce qui concerne les questions des libertés et puis les droits fondamentaux, en ce qui concerne les questions des prisons, en ce qui concerne la jeunesse. Et la jeunesse qui méconnaît, bien sûr, les questions des droits humains à travers les textes qui existent. À quelques jours de la fête nationale, les regards se tournent souvent vers les symboles de la République. Parmi eux, une devise que chacun connaît. Fraternité, justice, travail. Que disent aujourd'hui ces symboles? Nous vous proposons de le suivre dans ce reportage. 3 mots, 3 repères. Fraternité, justice, travail. Inscrite dans la Constitution, la devise nationale dépasse un symbole. Ce n'est pas des mots jetés comme ça. Une devise, c'est des buts qu'on se donne. Et donc, à partir de cette devise, on marche. La fraternité. Au-delà des appartenances, des origines et des convictions, elle invite à vivre ensemble. Quand on dit fraternité, c'est que tous les Béninois se voient comme frères et sœurs. Ce n'est pas simplement la solidarité, mais c'est l'amour total. Ça ne doit pas être un slogan, tout simplement, mais ça doit entrer dans notre vie. Et donc, voir chacun comme un autre, moi-même, et donc aller à son secours, à son aide. Mais quand on ne sait pas faire, certains deviennent des sanguinolents qui vivent aux dépens des autres. Ils disent, bon, étant donné que la fraternité est agissante, ils vont faire. Non, chacun de nous doit s'investir. La justice, elle ne s'arrête pas aux tribunaux. Elle interroge les actes du quotidien. Cette notion de justice, cela voudra dire aussi que dans nos comportements de tous les jours, nous devons être justes dans ce que nous faisons, nous devons faire preuve d'équité et que nous ne devons jamais nous rendre justice. Se dire que oui, je serai jugé sur les faits et si je suis susceptible d'être acquitté, je serai acquitté. Si je suis passible de sanction, je serai puni. Mais en ayant confiance en la loi, en les textes et aux acteurs de la justice. Reste enfin le travail. Non pas seulement un emploi, mais une responsabilité. Chaque effort doit être une contribution au développement collectif. Lorsque vous êtes citoyen, vous ne vous contentez pas seulement de faire ce qui vous donne à manger, mais vous faites aussi des choses qui doivent participer au développement de votre communauté et au développement de votre pays. Je crois que c'est une exhortation au mérite. Mériter ce qu'on gagne. Aujourd'hui, quelle fierté on ne tire pas lorsqu'on circule dans Cotonou où je suis régulier, je ne parle pas des autres villes. C'est un travail qui a abouti à ça. Il faut que nous puissions faire en sorte que les autres générations puissent venir, que ce soit dans n'importe quel domaine, trouver leur place. Au fond, la devise du Bénin, fraternité, justice, travail, n'est pas seulement un héritage. Elle est aussi une exigence et plus que jamais, un appel adressé à chaque citoyen béninois. Jusqu'au 3 août 2026, le médiateur de la République échange avec des services de l'administration publique, faisant l'objet de requêtes formulées par des citoyens. C'est dans le cadre de la première session de l'institution au titre de l'année 2026. 69 dossiers sont à étudier au cours de la dite session ouverte ce mardi à Porto Novo. Compte rendu de Vitis Arroja et Michel Legbe. La première session du médiateur de la République au titre de l'année 2026 est la toute première que préside Conrad Agbaguidi après son entrée en fonction. Elle intervient également dans un contexte nouveau, marqué par l'entrée en vigueur de la loi portant organisation du médiateur de la République et par son rattachement au Conseil économique et social. Ce nouveau cadre institutionnel ne modifie en rien la nature de la mission du médiateur ni son indépendance. Le médiateur demeure une autorité de rigueur en matière de recours, de dialogue
et de recommandations. Durant une semaine, 69 dossiers sont à examiner à cette session. Ils concernent 23 administrations publiques. Les dossiers de carrière des agents de l'État, les affaires domaniales occupent la première place. C'est pourquoi toute diligence dans le traitement des recours est fondamentale. Si nous parvenons à examiner les 69 dossiers. Ces chiffres sont importants, mais ils ne doivent jamais faire oublier l'essentiel. Derrière chaque dossier, il y a une personne, une famille, une entreprise ou une collectivité qui attend une réponse de la République. Le médiateur de la République fonde cette première session de l'année 2026 sur 3 principes: l'écoute, la réactivité et la recherche de solutions. Après une première prise de contact, la mairie de Cotonou et l'UNICEF franchissent une nouvelle étape. Les 2 parties travaillent à définir des actions concrètes en faveur des enfants de la ville. Éléments de Mathieu Sédémédji et Mathieu Debeglo. Renforcer le partenariat entre la mairie de Cotonou et l'UNICEF au profit des enfants. C'est l'objectif de cette séance de travail qui fait suite à une première rencontre entre les 2 parties. Les échanges portent sur les projets concrets à mettre en œuvre. Au-delà des intentions, les discussions se tournent désormais vers les perspectives de collaboration et les modalités d'accompagnement de l'UNICEF. On a vraiment envie de développer avec la mairie de Cotonou des espaces où tous les enfants pourront se développer et renforcer les aspects éducatifs, contribuer à l'amélioration de l'accès à l'eau, des côtés d'hygiène, aussi d'environnement, et de pouvoir faire en sorte que les enfants aient accès aussi à des services de santé, à pouvoir être vaccinés, notamment dans les zones où certains indicateurs restent encore avec des défis, et c'est pour ça qu'on voudrait vraiment accompagner la mairie de Cotonou au niveau des arrondissements, avec les services déconcentrés, pour pouvoir en fait accélérer les résultats et améliorer en fait le développement des enfants. Un partenariat que les 2 parties souhaitent désormais concrétiser sur le terrain. À la veille du lancement officiel de Diaspora Connect 2026, les premiers contacts se nouent entre les différents participants, un moment d'échange destiné à favoriser de futures collaborations au service du développement du Bénin. Un reportage d'Enoch Humpati. À la résidence de France, les échanges s'engagent entre entrepreneurs, investisseurs, institutions et membres de la diaspora. Ce cocktail de réseautage lance les activités du forum Diaspora Connect 2026. L'ambassade est fière d'accompagner les talents béninois, les franco-béninois, issus des diasporas qui sont des acteurs clés pour une relation franco-béninoise riche et épanouie. J'espère que cette soirée contribuera modestement à permettre de décider des projets, des partenariats entre. Placé sous le thème « Le rêve béninois », un idéal à construire avec les talents d'ici et d'ailleurs, cette rencontre favorise les discussions, les opportunités d'affaires et les partenariats entre les compétences béninoises d'ici et de l'étranger. Pourquoi le rêve béninois ? Le rêve béninois un peu à l'image du rêve américain, American Dream. On s'est dit, ce serait quand même bien qu'on ait aussi notre idéal à nous, notre façon de rêver. Et avec toute l'équipe, ce qu'on s'est dit, c'est voilà. Comment est-ce qu'on conçoit, nous, le Bénin de demain en tant que jeunes ? À travers ces échanges B2B, les participants entendent renforcer les investissements, le transfert de compétences et la réalisation de projets à fort impact pour le développement du Bénin. L'idéal, en fait, c'est de voir un monde où nous travaillons ensemble, main dans la main, soit à travers des partenariats, soit à travers des projets. Tous repartent avec de nouveaux contacts et la conviction que la mobilisation des talents d'ici et d'ailleurs constitue un levier essentiel pour accélérer le développement du Bénin. Nous parlons maintenant de la Coupe du monde culturelle. Christelle Mévi-Humpati entre dans l'histoire. Le journaliste béninois a remporté le titre de champion du monde de la presse culturelle au Cameroun. Enoch Humpati l'a rencontré. À Yaoundé, au Cameroun, Christelle Mévi-Humpati a dignement représenté le Bénin lors de la 7e édition de la compétition internationale des professionnels de l'information culturelle. Le thème de la compétition, c'est de mettre en exergue un plat de chez nous. Et là, j'ai pris le bomior. Chez moi, on l'appelle toutou. J'étais là quand on m'a notifié que j'ai été présélectionné.
Sacré dans la catégorie presse radio, il succède à la Sénégalaise Fatou Diouf, lauréate de l'édition 2025. J'ai reçu d'abord un trophée dans ma catégorie radio. Après, j'ai reçu également la Coupe du monde de la presse culturelle. J'ai reçu une télévision, des attestations de participation et des attestations également pour chaque catégorie. Avec une moyenne de 16,67 sur 20, il met en lumière l'expertise des journalistes béninois et leur contribution à la promotion de la culture. Je le dois d'abord à ma mère, mais je le dois également au Bénin parce que j'ai représenté d'abord le Bénin. C'est le Bénin, le drapeau béninois, le drapeau vert, jaune, rouge que j'ai hissé du côté du Cameroun. Il y a un Béninois au nom de Serge Fanou également qui a été vice-champion dans la catégorie radio. Et le deuxième vice-champion, il s'appelle Eman Bonou. Il a été également choisi dans la catégorie radio. Au-delà de la performance individuelle, cette consécration internationale met en valeur le professionnalisme de la presse béninoise sur la scène francophone. C'est une consécration qui m'encourage désormais à toucher du fond du doigt tout ce qui touche l'être vivant. Et c'est encore une fierté pour moi d'apporter ma touche à ce qui se fait déjà en amont par le gouvernement béninois à travers la culture. C'est le moment également de pouvoir lancer un appel à l'endroit des autorités béninoises pour accompagner désormais les journalistes qui ont la volonté de candidater à ces genres de concours. Avec ce titre mondial, Christelle Mavi-Humpati inscrit son nom au palmarès de la presse culturelle francophone et offre au Bénin une nouvelle reconnaissance sur la scène médiatique internationale. Le 30 juillet 2026 débutera une université d'été où chercheurs de la diaspora et chercheurs du Bénin vont mettre en synergie leurs énergies scientifiques. Les organisateurs du CCEB, le Cercle des enseignants, chercheurs et experts béninois de France, sont déjà sur le territoire et nous en parlent au micro de Patrick et Élisée Degbeyon. Une université d'été a été initiée par le collectif des enseignants-chercheurs du Bénin en France pour essayer de mutualiser les forces avec les chercheurs locaux. Donc cette université d'été, on l'organise en collaboration avec l'UAC pour renforcer dans un premier temps les capacités des doctorants dans leur parcours doctoral et créer des réseaux surtout pour initier aussi des coopérations durables du point de vue scientifique. Ça va s'étaler sur 2 jours. On va commencer avec une conférence inaugurale qui va rassembler des enseignants, des professeurs et qui va parler surtout des expériences déjà de coopération qui existent. Il y aura des tables rondes, des conférences, des ateliers pour aider les doctorants à structurer leur projet doctoral. Le deuxième jour, on aura également des ateliers sur les méthodologies de recherche. 2 concours qui seront principalement faits l'après-midi du deuxième jour. Le MT 180, matin dans 180 secondes, pour permettre à un doctorant ou à un chercheur de vulgariser sa recherche à des non-sachants, c'est-à-dire à des personnes qui ne sont pas du domaine, en 3 minutes. Puis il y aura aussi une séance de poster où les doctorants seront amenés à présenter leurs travaux sur un poster qui sera projeté et qui va rassembler tout le travail doctoral. Comment œuvrer à faire du Bénin un nouveau hub d'investissement de capitaux de long terme? La question était au cœur d'une rencontre d'un groupe de jeunes talents béninois et acteurs de la finance. Une vision exprimée lors d'un déjeuner stratégique. Dorcas Gamangba et Mohamed Adenon pour le reportage. Le capital de long terme façonne les économies, finance les infrastructures et accompagne les transformations les plus durables. À l'initiative du réseau Bénin Talent Pool, de jeunes talents béninois et des acteurs de la finance se sont retrouvés autour d'un déjeuner stratégique pour explorer les conditions qui permettraient au Bénin de devenir un point de convergence vers des capitaux de long terme. Depuis plusieurs années, le Bénin se positionne comme une destination de référence pour ses investissements stratégiques. Fonds souverains, fonds de pension et family office africains regardent de plus en plus vers le pays. À en croire Maryse Lokossou, directrice générale de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin, l'enjeu est désormais de transformer cet intérêt en investissement durable capable d'accompagner les grands projets de développement du pays.
Nous avons des jeunes promoteurs avec de belles idées qui ont envie vraiment de développer des projets qui, bien évidemment, vont contribuer à densifier, à renforcer notre secteur privé et donc, in fine, à développer notre pays. Parce que la réalité, c'est que oui, l'État, à travers toutes ces mesures et ces initiatives, crée un cadre pour l'investissement, mais le secteur privé reste quand même le principal acteur du développement d'un pays. Selon Hugues Oscar Lokossou, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé de la mobilisation des ressources extérieures et de la gestion de la dette, le Bénin n'est plus dans une logique de conquête à tout prix des investisseurs. Le pays dispose d'atouts convaincants qui reposent notamment sur un cadre institutionnel reconnu ainsi que sur une efficace stratégie de financement et de gestion de la dette. Nous avons depuis 10 ans une tendance à la hausse qui est notée donc, dans les différents exercices de notation financière dont le pays a bénéficié. Et aujourd'hui, ce n'est pas le pack de projets qui manque au Bénin. Ce que nous voulons, c'est des financements à nos conditions, pas aux conditions de l'investisseur. Partenaire du Bénin sur plusieurs projets, Africa 50, l'un des investisseurs de référence, veut miser sur le recyclage d'actifs. Le principe est de transformer la valeur d'infrastructures commerciales déjà en service en nouvelles capacités d'investissement. D'après Alain Ebobissé, directeur général de la plateforme, la principale question reste la rapidité d'exécution. Nous avons identifié ici au Bénin quelques projets qui pourraient faire l'objet de recyclage d'actifs. Le défi pour nous, c'est de pouvoir dire, très bien, on y va, mais il faut que ce soit finalisé d'ici 6 mois. Nous avons des propositions à faire, nous sommes en partenariat, et ces propositions, vous pourriez nous dire, ok, ça j'aime, ça j'aime pas, et on avance. L'avenir de l'Afrique dépendra aussi de la capacité du continent à investir dans ses propres ambitions. À mesure que les lignes bougent, le Bénin affirme sa volonté de devenir un carrefour des investissements à long terme où les capitaux africains financent en priorité les grands projets du continent. Au-delà de la célébration de son anniversaire, Radio Univers fait le pari de la transmission. L'initiative entend réunir les différentes générations qui ont façonné la station radio autour d'une vision commune pour son avenir. Le point avec José Ayaka et Rodrigue Ola Bababouito. Premier presque universitaire de la sous-région. Premier bébé de Samuel Derrida, le pion. 35 ans d'existence, de programmes et de formation. Pour Radio Univers, cet anniversaire est bien plus qu'une célébration. Il offre l'occasion de mesurer le chemin parcouru, mais aussi de réfléchir aux perspectives de la station. L'objectif de Média, c'est aussi d'éduquer. Et nous étions à l'université, donc c'était un bon canal pour pouvoir transmettre à la population et à la communauté universitaire ce que nous apprenions dans les amphis. Au-delà du souvenir, les initiateurs souhaitent donner une portée durable à cette célébration. L'idée est de rassembler celles et ceux qui ont contribué au développement de la radio à différentes époques afin de maintenir la flamme. Il y a une assemblée générale de tous les anciens membres de la radio. Ce sera l'occasion de mettre sur pied une association des anciens membres de la radio. Donc l'appel que je lance, c'est de demander à tous ceux qui sont passés par Radio Univers de venir ensemble. Nous allons nous retrouver. Après 35 années d'existence, Radio Univers ouvre ainsi une nouvelle page de son histoire. Après l'effort, le réconfort, de retour des 54e championnats du monde de Scrabble francophone à Tunis. Les médaillés béninois ont été célébrés au cours d'un dîner offert par la Fédération béninoise de Scrabble. Une soirée de reconnaissance pour saluer leur performance et les encourager à viser encore plus haut. À 15 ans seulement, Marité Awekoun fait déjà parler d'elle sur la scène mondiale. Au 54e championnat du monde de Scrabble francophone à Tunis, la jeune béninoise s'illustre avec une médaille de bronze en blitz et une médaille d'argent au défi jeune, échouant à un seul point du titre mondial. J'étais très contente d'avoir représenté le Bénin sur le plan international et vu que c'est pas ma première participation au championnat du monde, j'avais participé au championnat du monde en 2024 à Montauban et mon niveau n'était pas si fort que ça. Je me suis promis d'être plus forte pour les prochains championnats du monde à Tunis. De retour au pays,
La Fédération béninoise de Scrabble célèbre sa jeune championne lors d'un dîner d'honneur. Une reconnaissance qui ne freine pas ses ambitions. Après l'argent et le bronze, Marité Awekoun vise désormais l'or. L'écart était vraiment serré, c'était juste d'un petit point. C'est vrai que ça fait mal, mais je me promets que l'année prochaine, j'enlèverai le vice et je serai la championne du monde. Quand je suis à la table, je me donne le défi de jouer plus que mon père et d'être la championne du monde. À Tunis, le Bénin ne s'est pas illustré uniquement grâce à sa pépite de 15 ans. La délégation béninoise repart également avec une médaille de bronze à la Coupe Internation et une médaille d'argent à l'Open Classic, glanée dès l'entame de la compétition. Au président de la fédération, le colonel-major Couton Roland, on devrait en principe lui rendre le drapeau sans souillure, sans flétrissure. D'où il faut mettre le paquet pour obtenir cette médaille. Et là, on a rencontré les Camerounais à la petite finale. On les a battus 3-0. On avait promis gagner l'or dès l'entame, mais bon, et comme moi j'ai l'habitude de dire, l'on propose, mais Dieu dispose. Donc pour les prochaines fois, on donnera le meilleur de nous-mêmes pour l'or. Ces performances confirment la progression du Scrabble béninois sur la scène mondiale. Porté par une jeunesse talentueuse, le Bénin peut désormais nourrir de légitimes ambitions pour les prochaines compétitions internationales. Poursuivons avec le sport. La carrière d'un sportif ne s'arrête pas au coup de sifflet final. Après les performances et les podiums, un autre match commence, celui de la reconversion. Pour aider les athlètes à réussir cette transition vers l'entrepreneuriat ou le monde de l'entreprise, l'ancien basketteur professionnel béninois Mouftaou Yarou organise la 2e édition de la conférence annuelle Pro et Après. Un élément de Koudous Abdoulaye. Rien s'arrêtera, c'est sûr. Une évidence. Pour le foot ou le basket, on doit s'arrêter. Que partage l'ancien basketteur professionnel béninois avec ses pairs. On a eu cette première conférence à EA où il y avait Mike Poté, Isabelle Yacoubou, Ahmed Taoufik. On a juste parlé de l'arrêt de notre carrière, de comment est-ce qu'on y est pensé, ce qu'on a vécu. Et donc on s'est dit maintenant, ok, la 2e édition, il faut prendre... c'est bien de parler de l'arrêt de la carrière, il faut passer à l'étape supérieure. Mouftaou Yarou a initié Pro et Après pour accompagner les sportifs dans leur transition vers l'entrepreneuriat ou le monde de l'entreprise. Une initiative souvent déterminante qui nécessite préparation, vision et accompagnement. Comment transformer les acquis du sport en réussite professionnelle? C'est à cette question que répondra la 2e édition de la conférence annuelle Pro et Après. On aura 3 discussions différentes. On s'est dit qu'il ne faut pas passer beaucoup de temps à parler. Il y a la première, c'est la gestion de la transition. Comment y penser très tôt, parce que les carrières s'arrêtent à tout moment, sur blessure ou quand on est vieux, on doit prendre la retraite. Et à part ça, on veut parler du côté financier, parce que tout le monde en parle beaucoup, mais peu le comprennent réellement. Et la 3e partie, c'est ce que les athlètes n'y pensent pas beaucoup. C'est un peu, pas les médias, c'est comment est-ce qu'ils se présentent sur les réseaux. C'est important pour la carrière. Prévu le 30 juillet au FIA Community Center à Papa, cette rencontre réunira des acteurs du sport business, des entrepreneurs ainsi que des athlètes professionnels et anciens. Des témoignages, des échanges d'expériences et des conseils édifieront les participants. Une initiative qui rappelle qu'après les performances sportives, un autre défi commence. Construire un avenir durable où l'expérience du terrain devient un véritable levier de réussite. Nous passons à la page internationale de ce journal. En RDC, la Cour constitutionnelle a validé la loi sur le référendum constitutionnel, un acte qui ouvre la voie à une éventuelle réforme de la Constitution. Si de nombreux Congolais soutiennent cette initiative, l'opposition continue de dénoncer un test qui pourrait permettre au président Félix Tshisekedi de briguer un 3e mandat. Nous, les Congolais, nous sommes d'accord avec ça. Cette réponse de la part de la Cour constitutionnelle, toute la population congolaise, nous sommes dans la joie. La loi référendaire est vraiment importante pour notre pays.
Et voilà, ce sera tout pour cette édition. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Retrouvez le magazine Mémoire Dahomey qui s'intéresse aujourd'hui à une légende du sport béninois, Aristide Sagbo, alias Soweto. À 21h, le magazine Héritage. À 21h30, le documentaire Cléopâtre, mais où se trouve sa momie? À 22h30, un documentaire Microbiote, les fabuleux pouvoirs du ventre. Et à 23h30, retrouvez Rebecca Kinjangoudé pour votre journal télévisé du soir. Très bonne suite de programme sur Bénin TV.